c'est une réalité, les données de la CENI ne sont disponibles que sous la forme d'un protocole national et des protocoles de bureau de vote. 24 000 pièces au total. Un constat qui ne fait guère l'unanimité des parties prenantes à la présidentielle 2018, dont le processus est toujours en cours. À en croire des observateurs avertis, si la CENI a publié des données pour les régions et les districts, cela aurait été plus pratique pour les candidats et la Haute Cour constitutionnelle, mais également plus rapide pour la vérification des données, car les problèmes ne s'opposaient pas dans tous les districts. Mais le constat, faisant état de ce que la CENI ne publie que des données sur 24 000 bureaux, cela complique le travail de suivi et de vérification des résultats et soulève de nombreuses questions sur leurs compétences. D'autant plus que la CENI détient les données des 119 districts, lesquels ne sont toujours pas publiés, en raison certainement d'une évidence qui relèvera de nouvelles irrégularités dans le décompte des votes. Une analyse qui démontre à suffisance que les résultats des travaux de la CENI montrent qu'il est nécessaire de changer la pratique perverse qui consiste à réduire au silence les résultats par district et par région. Et pourtant, le travail de la CENI devrait participer à résoudre les crises politiques à Madagascar et non à en créer de nouvelles. La campagne électorale pour les élections présidentielles et parlementaires prévue le 16 février prochain a été officiellement lancée ce 18 novembre 2018. Pour le candidat de l'African Action Congress, Sowore Omoloye, il est grand temps que la jeunesse nigériane prenne son destin en main. Muhammadu Buhari, l'actuel président de la République, et Atiku Abubakar seront les deux prétendants principaux au poste de chef de l'État à la présidentielle du 16 février prochain. Certains membres du Parti démocratique populaire croient que leur candidat Atiku Abubakar, ancien vice-président jusqu'en 2007, peut l'emporter face au président sortant Buhari. Car pour eux, le chef de l'État ne fait pas le poids à cause de la non-tenue de ses promesses électorales durant son mandat. Ce qui pourrait peut-être justifier le fait que Buhari ne fasse pas l'unanimité dans les sondages. Mais son parti, l'APC, défend son bilan car pour eux, l'économie du pays était à un niveau chaotique avant sa prise de fonction. Et aujourd'hui, tout va pour le mieux. L'économie avec la question du taux d'inflation ou du taux de chômage en hausse dans le pays seront donc des thèmes centraux de cette campagne. Tout comme la question sécuritaire, avec notamment la lutte contre Boko Haram. Les campagnes électorales pour les élections des gouverneurs et les assemblées locales débuteront quant à elles les 1er décembre prochain. Le vote pour ces scrutins aura lieu le 2 mars 2019. Après avoir été élu comme député du PDG de la commune d'Akanda au lendemain des élections couplées législatives et locales du 6 octobre dernier au Gabon, le réélu ainsi que sa suite ont organisé ce 18 novembre à Libreville un meeting de remerciement adressé aux électeurs qui ont bien voulu leur accorder leur suffrage. Monsieur Jean-Marie Ogandega, député élu d'Akanda, par ailleurs ministre gabonais de l'économie, a tenu à remercier les électeurs tout en les appelant à l'union, au rassemblement et à la cohésion sociale. Nous allons désormais faire ce qu'on dit et nous disons ce que nous allons faire. C'est pourquoi nous sommes là avec vous, parce que nous vous avons dit, ça ne fait que comment. Peux-tu venir ici s'il te plaît? Chantal Andjombe, la cohésion parfaite. Nous engageons avec Jean-Marie Ogandega, nous engageons. Nous sommes là aujourd'hui pour remplir une promesse. Nous sommes venus dire, on a demandé vos voix, mais aujourd'hui on vient vous dire merci. Ali Bongo continue dans le sens de l'union, dans le sens du partage. Notre devise c'est dialogue, tolérance, paix. Notre futur Akanda se trouve en face de vous. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, aujourd'hui je suis venu vous dire merci. Merci, nous allons partager les choses ensemble et nous disons merci. Le secrétaire fédéral de la Fédération Ebenje, M. Brice Laurent Diboula, n'a pas manqué de célébrer les électeurs qui ont permis à ces élus d'occuper ces rangs, tout en magnifiant le dynamisme qui règne à Akanda. Camarades, soyez les bienvenus dans la circonscription politique dont j'ai la charge. Je vous remercie tout d'abord
le Seigneur Tout-Puissant pour la grâce de cette réussite et vous tous, camarades, pour avoir hissé très haut les filles et fils de notre contrée aux prestigieuses fonctions électives actuelles. Vive la Fédération Ebindé, vive le premier arrondissement de la commune d'Akanda, vive la commune d'Akanda, que Dieu bénisse le Gabon, je vous remercie. Dans cette ambiance festive, élus locaux et populations ont passé des moments d'intense émotion pour le bonheur des militants et sympathisants de ce grand parti national qui est le PDG. Plus de 4 ans après le scrutin communautaire de la communauté guinéenne du Gabon, ce 18 novembre à l'ambassade de la Guinée-Conakry à Libreville, l'association des Guinéens du Gabon renouvelle son bureau dont le mandat est arrivé à terme depuis 2 ans. Les 3 candidats n'ont pas manqué de présenter leur projet de société avec un seul mot d'ordre, défendre les causes des Guinéens du Gabon pour le changement. Bon, premièrement, le bureau sortant, il y a eu un peu de soucis avec l'ambassade. Cette fois-ci, quand je serai président, nous allons essayer de rapprocher l'ambassade de la Guinée, des Guinéens, et surtout les Guinéens de leur ambassade. Parce que si les deux ne sont pas ensemble, on ne pourrait rien entreprendre pour les Guinéens ici. C'est pourquoi aujourd'hui, ma candidature est placée sous le signe du changement, sous le signe de la réconciliation de toute la communauté guinéenne. Comme c'est la première fois qu'une femme ose se présenter vis-à-vis des hommes, donc moi tout ce que je dirais vraiment que je viens pour de bonnes intentions, pour défendre les causes, la cause guinéenne. Voilà. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République guinéenne, son Excellence Sila Mangué, a lancé un message de soutien aux différents candidats qui se sont présentés, tout en remerciant le gouvernement gabonais pour son soutien à l'endroit de cette communauté. Ce dimanche 18 novembre 2018, les Guinéens et Guinéennes ont pu se déplacer massivement pour accomplir leur devoir civique pour renouveler le bureau de l'ACG, l'Association des Guinéens du Gabon, dont le mandat avait arrivé à terme depuis presque 1 an de cela et qu'il faut renouveler. Et que le Guinéen ou les Guinéens de tous bords ont décidé de venir voter massivement pour élire le président de cette communauté vivant au Gabon. De venir voter massivement et sans oublier mes remerciements aux autorités gabonaises qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Aujourd'hui, nous allons inscrire dans la page d'or de la communauté guinéenne au Gabon par rapport à ce scrutin. C'est le premier du genre. Ce genre de scrutin ne s'est jamais déroulé au niveau de la communauté guinéenne. Au finish, le scrutin qui a eu lieu ce jour a permis de connaître le nouveau président de l'Association des Guinéens du Gabon, M. Kourouma Amadou Tidjane, candidat élu a dorénavant pris les règnes de cette association pour une durée de 2 ans. Le président du gouvernement espagnol Sánchez Pedro est arrivé au Maroc ce lundi 19 octobre 2018 pour une visite de travail. Reçu par son homologue Sahadine Al-Otamani, il devra au cours de cette séance de travail échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun entre les deux pays. Il s'agit entre autres des migrations, de la coopération policière, ainsi que des échanges économiques et agricoles entre le Maroc et l'Espagne. Outre ces sujets-là, l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne, les préparatifs du prochain sommet hispano-marocain, la fermeture par le Maroc du poste douanier de Beni Enzar à la frontière de Melilla pourrait être à l'ordre du jour, sans oublier la rencontre avec le roi Mohamed VI, même si rien n'est confirmé pour le moment. Accompagné de son ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska, le chef de l'exécutif espagnol effectue ainsi son premier voyage dans ce pays du Maghreb depuis sa prise de fonction en juin dernier. Après cette visite, Pedro Sánchez devra revenir dans le royaume dans 3 semaines, mais cette fois-là, pour participer à la conférence des Nations Unies sur les migrations, prévue les 10 et 11 décembre à Marrakech. L'Égypte et l'Éthiopie y promettent de solutionner les conflits sur le Nil.
Les deux pays auront des entretiens dans les 2 prochaines semaines pour résorber ce problème. Un barrage que l'Égypte considère comme une menace sur ses réserves d'eau. Les deux pays et le Soudan ont tenu une série de réunions sur le barrage hydroélectrique de 4 milliards de dollars de la Grande Renaissance, mais doivent encore parvenir à un accord sur la gestion des flux et d'autres questions. L'Égypte craint que le projet ne limite pas les eaux provenant des hauts plateaux éthiopiens à travers les déserts du Soudan à ses champs et à ses réservoirs. Et face à ce bémol, l'Éthiopie affirme que le dit barrage n'aura pas cet impact. Le premier ministre éthiopien Mustafa Bouli a déclaré que son homologue éthiopien Abiy Ahmed avait convenu d'entamer des discussions bilatérales dans les 2 prochaines semaines afin de se mettre d'accord sur les points qui restent en suspens. Le barrage devait être terminé d'ici 2020, mais Abiy Ahmed a annoncé en août dernier qu'il serait retardé de plusieurs années et si un terrain d'entente n'est pas trouvé. La 3e conférence ministérielle Finances et Investissements des pays du dialogue 5+5 s'est ouverte le 18 novembre 2018 à Alger. En présence des ministres des Finances des pays de l'Union du Maghreb arabe et de la rive nord de la Méditerranée, cette rencontre vise à trouver des solutions aux problèmes économiques et d'investissement dans les pays membres. La conférence d'Alger sera donc axée sur 3 principales thématiques, notamment l'échange d'informations et de renseignements dans le domaine douanier, l'attractivité de la politique fiscale pour l'investissement sans qu'elle soit dommageable et pour finir, les aspects financiers et d'investissement liés au changement climatique et à la transition énergétique. Pour le ministre algérien des Finances Abderrahmane Raouia, cette initiative est une occasion d'aborder les sujets problématiques afin d'échanger et réfléchir librement à des solutions concrètes pour pouvoir relever les défis auxquels la zone fait face. Au sortir de cette conférence, une déclaration finale formulera la vision partagée sur les défis et opportunités des questions traitées par l'ensemble des pays du dialogue 5+5 que sont l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc, la France, l'Espagne, Malte, l'Italie, la Mauritanie et le Portugal. Le lundi 19 novembre 2018, le chef du département de géologie auprès du ministère malien des Mines, Yaya Diré, a déclaré que le Mali débutera la production de lithium d'ici à 2020. Au fil d'actualité, des entreprises ont déjà découvert 614 000 tonnes de réserves exploitables. Cette découverte a été respectivement faite par les projets Goulmina et Bougoni. Les 10 projets présents au Mali appartiennent aux explorateurs australiens Birimian et anglais Caudal Minerals. À en croire Yaya Diré, les chiffres pourraient augmenter au fur et à mesure que les recherches continueraient. Il faut dire que ce produit est l'un des produits les plus recherchés à l'échelle mondiale. Ceci à cause de l'incessante croissance des véhicules électriques alimentés par des batteries lithium-ion. Internationalement parlant, les réserves de lithium sont élevées à environ 16 millions de tonnes. Le Chili et l'Australie représentent, d'après les données de US Geological Survey, les localités où sont centrées la majeure partie en matière de production du lithium. Le gouvernement gambien a exprimé sa volonté d'abolir la peine de mort dans le pays. Ceci ressort d'un projet rendu public ce 17 novembre 2018 par le porte-parole du gouvernement, Ebrima Sankare. Cette action est incluse dans des réformes constitutionnelles de la Gambie qui sont inachevées. Selon le porte-parole, cette déclaration a été faite au nom du président gambien, Adama Barrow. Une initiative qui exprime la volonté qu'a le gouvernement de suivre un système universel. Un système selon lequel toutes les nations dites civilisées recherchent des meilleures pratiques internationales et ceci dans tous les domaines. Toujours d'après Ebrima Sankare, le président Adama Barrow serait convaincu du fait que la peine capitale n'est pas dissuasive pour le crime dans son pays. Depuis sa prise de pouvoir en janvier 2017, le président Adama Barrow a apporté de nombreux changements en Gambie. À son actif, il a aboli le statut d'État islamique de la Gambie, réintégré le pays au sein de la Cour pénale internationale et du Commonwealth. Il a aussi imposé un moratoire sur la peine capitale, entre autres.
Thank you.